Produit avec le soutien de Sidi Ali, eau officielle des équipes nationales du Maroc. Bonjour les amis, vous êtes bien sûr Radio Ma'arif, podcast Le Muntakhab. Et bien sûr avec notre ami Rida Allali. Bonjour Rida. Salut Mustafa. En forme? Ouais, super, alhamdoulilah. Super. La dernière fois, on avait parlé d'un peu les déceptions et les révélations de cette Coupe du Monde des États-Unis avec ses échecs et puis ses révélations, les joueurs qui ont émergé. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Très dur. On va parler de la Coupe du Monde d'après, celle de 1998, donc 4 ans après. En France. En France, voilà. On a joué à Marseille, je crois. On a joué à Montpellier, on a joué à Saint-Étienne, et on a joué, le troisième match, je ne sais pas où on l'a joué, mais il y a Montpellier et Saint-Étienne, c'est sûr. Il me manque le troisième. Déjà, l'avantage de cette Coupe du Monde... C'est la même équipe d'abord? Justement. On va pouvoir, pour une des rares fois, ça s'est reproduit avec le Qatar, où on avait à peu près... On avait des cadres qui ont réussi à enchaîner Russie-Qatar, donc... ils étaient là les deux fois, etc. Hakimi, Ziyech, on va parler de Nsayri, d'ailleurs, qui a marqué dans les deux Coupes du Monde, mais on va réussir à faire la même chose en 94 et 98, où tu vas avoir des joueurs marocains qui vont enchaîner. Je pense à Nibet, par exemple, qu'on retrouve, Hadreoui, qu'on retrouve, Hadji, Mustafa, qui est le petit jeune de 94 transformé en cadre. Tous ces gens-là deviennent des cadres. Tahad Khlij est en 94, il est là en 98 également. Donc tous ces gens-là prennent du poids. C'est qui le coach déjà? Alors justement, il faut en parler, c'est un personnage très important de l'histoire qu'on est en train de raconter. Il s'appelle Henri Michel, et c'est une véritable star du football français. Absolument, paix son âme, il est décédé. Oui, parce que c'était justement quelqu'un de très très attaché au Maroc, entre autres à cause de cette Coupe du Monde 98, mais pas uniquement. C'était quelqu'un qui a eu une grande carrière de footballeur déjà. C'était le jeu à la nantaise, le beau jeu, c'était un numéro 10, très élégant, balle au pied. Il était une sorte de mini Platini, en fait, déjà avant, en termes peut-être de talent, mais en termes de timing, il est venu avant, mais c'était vraiment le beau jeu de Nantes des années 70. Il a fait la Coupe du Monde 78. Henri Michel, il était sélectionneur de l'équipe de France, et ça s'est terminé dramatiquement. Pourquoi dramatiquement? Parce que l'équipe ne tourne pas, Eric Cantona le traite de sac à merde, et il quitte l'équipe de France dans un état de, comment dire, avec une blessure. Il est blessé, parce que lui, c'était le beau joueur, le sélectionneur qui a été viré méchamment. Dans l'histoire de l'équipe de France récente, en tout cas qu'on suit, même Domenech, par exemple. Oui, après Laurent Blanc, tous ces gens-là qu'on a vus, Jacques qui a gagné la Coupe du Monde, Le Maire, tous ces gens-là n'ont pas été méchamment virés, comme a été méchamment viré Henri Michel. C'est très bizarre. Hein. C'est là qu'il va avoir une carrière en Afrique. Ouais, il va avoir une carrière en Afrique. On le récupère, nous, il s'installe ici. Alors c'est bizarre, hein, parce qu'Henri Michel, il va fabriquer... C'est vraiment le football un peu romantique, tu vois. C'est c'est une équipe qui est vraiment penchée vers l'avant. C'est une équipe qui joue bien au foot. C'est une équipe qui est très verticale. C'est un 4-4-2. Alors, c'est le 4-4-2, ça existe quasiment plus. C'est que tu as deux joueurs en pointe qui vont être en Coupe du Monde, Camacho, le Meknassi, qui s'appelle Amjli Hadda, qu'on appelle Camacho, et Bassel, Salahaddin Bassel, qui sont les deux pointes de devant. Et derrière eux, tu as une espèce de rampe de lancement qui s'appelle Tahal Khlij, qui est très très précis, une sorte de quarterback, comme tu as en football américain, qui va les lancer vers le but. On est une équipe très verticale. Dans le quatuor, dans le trio offensif, tu as également Mustafa Hadji qui, à ce moment-là, vraiment en 98, à l'apogée de sa carrière, sachant qu'attention, Mustafa Hadji joue la Coupe du Monde avec un orteil cassé. D'accord. Donc, sans arrêt en train de bricoler. Derrière, tu as Nordin Nibet qui, à ce moment-là, est complètement installé dans son club. Dans son club. Ouais, voilà, exactement. Il est plein de bouteilles, tu vois. Il a déjà commencé très jeune. On est très loin du gamin qui va donner un penalty aux Saoudiens. On est dans le cadre, tu vois. Et tu as sur les côtés un Hadreoui. Ce que j'essaie de dire, c'est que, comme souvent, cette équipe du Maroc qui réussit, parce qu'elle a réussi malgré son élimination au premier tour, c'est les équipes du Maroc qu'on connaît par cœur. Voilà. Quand on sait les réciter, en général, c'est bon signe. Sur le banc, ouais, donc Henri Michel qui coach par l'affect. Henri Michel, c'est un affectif, c'est un tactile. C'est quelqu'un dont on raconte qu'il faisait des séances de lutte avec Ben Mahmoud qu'on va retrouver adjoint de Le Gallagher. Donc c'est vraiment un bonhomme qui marche à l'affect, qui raconte des blagues, qui touche, qui déconne avec les joueurs, qui pleure, qui engueule, qui s'énerve, qui est sale. Enfin, vraiment, c'est le Méditerranéen. C'est un gars, je crois, d'Aix-en-Provence, dans toute j'ai envie de dire, la caricature du terme, le management par le cœur, tu vois. C'est pas, et son équipe, en fin de compte, lui ressemble. D'accord. Et là, les éliminatoires, comment écoute, c'est des éliminatoires qui, vraiment, on se promène, en fait. On se qualifie même une journée avant, dans un match contre le Ghana. C'est encore une fois Hadreoui qui met un ballon sur la tête de Larib. Larib qui va pas à la Coupe du Monde, l'attaquant de Stade. Il marque de la tête. Et on est qualifié, si je me trompe pas, devant le Ghana d'Abedi Pelé, le papa des frères Ayou. Une journée même, enfin, on a encore une cartouche. C'est-à-dire, c'est qualifié. Il y a un match encore et voilà, c'est déjà fait. Ouais. C'est une équipe qui est vraiment portée par le public.
et qui a comme symbole Bassel. Alors Bassel, c'est un cas, parce que c'est Bassel, voilà. Il a été, exactement. Ouais. C'est le logo de cette équipe, ou la mascotte de cette équipe. C'est drôle parce que la personnalité de ce bonhomme-là, c'est vraiment les joueurs de l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'il arrive en équipe nationale et il rentre dans une espèce de transe qui fait qu'il marque des buts. Et il est supérieur à ce qu'on peut voir en club, que ce soit dans son club saoudien ou la Fraja, etc. Et les gens l'ont aimé. C'est la figure du Drouish, c'est le gentil bonhomme collectif, l'abnégation, les courses. C'est un peu comme Tsaheli d'ailleurs, hein. Il va presser sans arrêt. C'est pas du tout l'attaquant égoïste qui pense à ses stats, qui va essayer sans arrêt de gratter des ballons pour... Non, il va presser, il va reculer. Les gens ont adoré ça. Les gens ont adoré ce bonhomme-là. En plus, il a une tête sympathique. Oui, on chantait Bassel partout. Mais oui, c'était vraiment... C'est assez bizarre de voir une histoire d'amour comme ça entre le public et un joueur. Et c'est pas du tout lié. Alors c'est drôle, hein, parce que énormément de joueurs aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et du marketing un peu individualisé, qui font des grands efforts pour attirer les sponsors, se mettre en avant. Lui, ils sont venus un peu malgré lui. Il y avait aussi les ennuis qu'il avait eu en Arabie Saoudite. Il était dans un club d'Arabie Saoudite. À l'époque, il n'y avait pas de date FIFA comme aujourd'hui, où les clubs étaient obligés de lâcher les joueurs. Les clubs lâchaient les joueurs un peu quand ils voulaient. Et le club d'Arabie Saoudite mettait de pression. Ouais, non, il le lâchait pas facilement. Et c'était monté jusqu'au roi. D'accord. On est sur Hassan II, là, qui avait demandé à ce qu'on fasse tout ce qu'il fallait pour le sortir de ce championnat. Voilà. Wow. Donc ça, c'est Sabasser. Camacho à côté, c'est un attaquant très costaud, très vertical, physique. Ça se complète super bien. Le 4-4-2, j'adore parce que avoir un duo comme ça à l'attaque, si le duo est complémentaire, ça marche super bien. Mais c'est vraiment lié au duo que tu as. Tu vois, United faisait ça avec York et Cole. Tu vois, c'est ce genre de choses qui... C'est très rare d'avoir des duos, effectivement, qui arrivent à se saisir et à s'entendre. Il faut beaucoup de complicité. C'est des postes où il y a beaucoup d'égoïsme, parce que c'est des attaquants, ils veulent marquer, ils veulent leur stats et tout. Mais ces deux-là, on fait une super Coupe du Monde. Et donc, on a une équipe mixée, je crois, entre les joueurs qui viennent du championnat et puis les joueurs qui viennent des championnats européens. Alors, équipe peut-être un peu mixte par rapport aux couleurs des clubs représentés sur le terrain, mais en réalité, à 5 ou 4 ou 5 ans, 6 ans près, ce sont des gars de notre championnat. Il y en a qui sont partis, mais ils portent, en fait, ils sont issus de la formation locale. Oui, c'est-à-dire, Tahal Khlej, c'est Marrakech, dans les goals, c'est Benzekri de Stade, devant, c'est Nibet du Wak, à côté de Rossi du Raja, sur les côtés, tu as Hadreoui des Phares, devant, tu as Camacho de Meknes, etc., Shiba du FUS, Chipo du CAC. Alors, tous ces gens-là vont tous sortir de ce championnat. Les vrais binationaux à l'époque sont au nombre de 2 sur le terrain, et il y en a d'autres dans les tribunes, dans le banc de touche. C'est Haji, qui est... le héros Mustafa Haji, voilà, exactement. Et tu vas trouver Triki qui est un défenseur également qui a grandi à l'étranger, qui à l'époque de la Coupe du Monde joue à Châteauroux. Donc sur le terrain, tu as véritablement la carte du Maroc. Hein. Tu as la carte du Maroc et tu as une équipe extrêmement offensive, peut-être même un peu déséquilibrée vers l'avant. Il y a une chose qui est aussi importante à dire, c'est qu'on a un point faible dans cette équipe-là, c'est le poste de gardien de but, qu'on va payer très cher. Ah, alors pourquoi encore Pourquoi Non, pas encore, parce qu'en fin de compte, en 86, on avait Zeki, en 70, on avait Ellel, récemment, on a eu Bono, qui a remplacé Mounir, qui sont très bons tous les deux. Bon, Bono est à un niveau extraordinaire, mais Mounir est un très bon gardien. D'ailleurs, on l'a vu à l'œuvre. Ouais, on l'a vu à l'œuvre. Donc, on a eu souvent des bons gardiens, et là, on se retrouve avec un problème. Pourquoi on se retrouve avec un problème? Parce que, en fait, le titulaire du poste s'appelle Brazi, Allah rahmou. Berkane. De Berkane, ouais. Alors, le Brésil, c'est une dynastie de footballeurs. Ils sont combien, les Brésiliens? Je crois qu'il y a 6 frères qui ont tous été... qui sont tous passés par le haut niveau. Hein. En tout cas, 2 en équipe nationale. Fawzi, numéro 6, sorte de sosie de Sean Penn dans l'impasse. Je ne sais pas si tu as vu l'impasse de... Et Abdelkader, qui était le gardien de but. Abdelkader, c'était le titulaire. Il a eu une altercation avec Henri Michel, voilà. Henri Michel, vous avez remarqué qu'il était il était vraiment le titulaire, plein d'expérience, et il avait eu un mauvais passage. Henri Michel, Kemberi Nrzo. Et un jour, il met Benzekri sur la feuille de match, il présente à l'équipe, je crois que c'est un match amical qui se tient avant, en disant voilà, c'est... Et là, la réaction de Brazi est mauvaise. D'accord. Voilà, il s'énerve, il s'emporte, et Henri Michel n'accepte pas ça, il veut le renvoyer. Il faut l'intervention de tous les cadres de l'équipe en disant non, c'est pas possible. C'est un gendarme, en plus, il va avoir des conséquences professionnelles pour sa carrière. Henri Michel comprend, il fait c'est bon, là, il n'y a pas de problème, mais je peux pas accepter ce comportement. Donc il va plus jouer. Il va être sur le banc de touche et on va avoir Benzekri. Benzekri, alors faire attention à Benzekri. Benzekri, c'est un gardien qui a été très très moqué, en particulier à cause de cette Coupe du Monde, aussi à cause de son look, il avait une espèce de pyjama un peu bizarre, et surtout parce que c'est un bonhomme qui avait un énorme problème sur les sorties aériennes. Voilà. Il est très bon sur sa ligne. Benzekri, c'est un bon gardien de but, mais qui a un grand défaut. Il a un grand défaut sur les sorties aériennes. Et quand le premier match, c'est contre la Norvège,
son défaut se cale exactement sur la qualité des adversaires, et ça va donner ce premier jeu match. aérien. Voilà, le jeu aérien. Benzekeli, j'ai envie de dire presque, c'est un gardien sur sa ligne, c'est un gardien presque de hand. Voilà, c'est un gardien qui est très bon en réflexe. Et il est sorti, c'est pas ça. C'est un gardien qui, même dans son club de stats, tu sais, nos gardiens, ils avaient toujours un peu cette faiblesse. Parce que dans le championnat du Maroc, on joue pas beaucoup en aérien. Et deuxièmement, parce que dans le cursus de formation d'un joueur marocain, il y a énormément de jeux de quartier ou de jeux de rue. Et dans ce jeu de quartier, ce jeu de rue, pareil, et donc tu as beaucoup de pénurie, voilà, de manque là-dessus. Réflexe. Voilà. Non, alors le premier match contre la Norvège. Contre la Norvège. Alors, c'est important de le dire, je crois que c'est le premier jour de la Coupe du Monde. En plus. Voilà, c'est l'ouverture. Et c'est un match magnifique. C'est un match vraiment magnifique. Le premier but de Hadji, allez le voir sur YouTube, un Khawiyaf Amala, avec extérieur, avec ballon fouetté au deuxième poteau, magnifique. On ouvre le score. Première erreur, bourde de Benzekeli qui sort à contre-temps pour une égalisation. Alors c'est Chipo qui marque contre son camp, en fait c'est la sortie de Benzekeli qui met la panique totale, mais toutes les sorties de Benzekeli sont catastrophiques. Hein. C'est un match où un corner équivaut à un pénalty contre nous. Hein. D'accord. Deuxième but de Camacho et égalisation encore une fois de la Norvège. Alors on finit ce match avec deux sentiments. D'un côté on est heureux parce que c'est un très beau spectacle. Vraiment c'était beau. Et bon ça, et c'était un nocturne, premier jour de la Coupe du Monde. Tout le monde nous regarde. La Norvège nous avait peut-être été survendue. La Norvège avait battu, je crois, le Brésil en amical. Je sais pas quoi. Ils avaient un bon classement FIFA. C'est le début des classements FIFA cette période-là. On commence à regarder les classements FIFA. Ils avaient un bon classement. Je me suis dit ça va être très sérieux. En fait, dès qu'on a accéléré, ça s'est bien passé. Voilà. Donc l'équipe était à l'aise face à une équipe. Ouais, mais c'était une équipe qui avait le sourire, qui allait de l'avant, qui produisait du jeu. Le 2-2, quand tu regardes avec le recul, il est un peu logique. Tu peux pas te présenter avec un gardien aussi fébrile. Et en même temps, bon, avec ce point unique, il te maintient en vie dans un groupe, quoi. Ouais. Deuxième match, c'est le Brésil. Mon ami, c'est un Brésil qui fait peur, avec Ronaldo devant. Bon, je vais pas te faire. C'est l'armada. Toute l'armada, oui. Ouais, Roberto Carlos, c'est extraordinaire. C'est le dernier Brésil qui vraiment fait peur. Celui qui va gagner en 2002. Celui-là, il va arriver en finale en 98. En 2002, il va gagner. C'est le moment en plus où leur équipementier balance des pubs de malades sur le Jogo Bonito, où tu as l'impression que c'est des surhommes, c'est des extraterrestres. Du maillot au contrôle de balle. Et moi, j'ai parlé avec des joueurs de cette équipe, en particulier Bassel et Nibs. Enfin, il y a un truc qui s'est passé très important. En fait, ils ont perdu le match dès l'échauffement. Les Brésiliens, ils font un truc, c'est qu'ils font des échauffements pour impressionner l'adversaire. D'accord. Voilà. Sur le terrain. Ouais, sur le terrain. Ils font des chorégraphies. C'est-à-dire, c'est orchestré. C'est travaillé. C'était Zagallo à l'époque. Est-ce que c'est Zagallo? Oui, je crois que c'est Zagallo. Oui. Alors, ils vont se mettre, par exemple, lors de la Coupe du Monde, il y avait Raja Minero, c'était pareil. Tu vois, les deux gardiens qui se mettaient des deux côtés du terrain, qui se balançaient des transversales. L'air de dire, regardez, nos gardiens, ce qu'ils font avec leurs pieds. Wow. Et l'équipe du Brésil, c'est chorégraphié, ça tape dans les mains, ça danse un peu. Enfin, c'est très beau à voir l'échauffement de l'équipe du Brésil. Et évidemment, les Marocains font ce qu'il ne faut pas faire. Ils regardent. Oh. Voilà, ils regardent. Et même, ils sont impressionnés avant de rentrer dans le match. Et même d'après Bassel, c'est le Brésil. Hein. Voilà, ils se retiennent même d'applaudir, en fait, si tu veux aller même plus loin. Et donc, on se fait marcher dessus corps et âme. C'est un naufrage logique, 3-0. Ce qu'on peut retenir, c'est que non seulement c'est 3-0, mais ça aurait pu être pire. Pas en termes de score, mais de sale blessure de Chiba qui attaque Ronaldo. Alors attention, donc il n'y a pas de blessure, ça se passe bien, mais on n'aurait pas voulu que Ronaldo se blesse contre le Maroc. Voilà. Moi, en tout cas, j'aurais pas voulu. Mais Chiba n'était pas dans le tort, parce que Chiba, c'est quelqu'un qui était très contesté, Chiba, dans cette équipe-là. C'était peut-être le poste. Chiba, aujourd'hui, c'est l'entraîneur des jeunes Marocains. Je ne sais pas si vous avez suivi voilà. Qui a remporté les U17. Non, ils ont perdu en finale. Il a perdu en finale, voilà. J'ai revu les matchs. Et je me suis rendu compte d'une chose, on critiquait beaucoup Chiba, qui était un peu en retrait techniquement, il y avait la menace de Reda Rieh, et à l'époque il était très bon avec le Raja, très plus vertical. Mais Chiba, il avait une qualité, je m'en rends compte quand je revois les matchs, c'est qu'il sentait le foot, et il avait l'esprit calme. C'est-à-dire qu'il sentait ce qu'il manquait à l'équipe. Si on regarde le début du match contre la Norvège, c'est que c'était un match très réussi, en vérité les 10 premières minutes elles sont catastrophiques. Il n'y a que Chiba qui arrive à garder l'esprit calme et qui calme toute l'équipe. Contre le Brésil, cette horrible faute sur Ronaldo, elle est dégueulasse, elle ne doit pas exister, mais en même temps, elle est faite par Chiba parce qu'il sait ce qui manque. Ce qui manque, c'est d'être agressif. D'accord. Pas dans cette forme-là, peut-être c'est mal fait. Oui, mais on les regardait, il y avait trop de respect. Donc c'est le bonhomme qui, en fait, dans son approche du foot, dans son rapport avec le ballon, avec l'équipe, est parfaitement capable de voir l'ingrédient qui manque et de l'apporter. En tout cas, il le sent. Et il y a un QI foot un peu élevé. Voilà. Donc on perd 3-0 ce match et on a un point au bout de 2 matchs. Pas mal. Mais non, c'est pas bien. Pas mal, mais c'est très peu. C'est très peu. C'est très peu. Troisième match. C'est très peu et c'est beaucoup. Pourquoi ? Parce que le troisième match est contre l'Écosse.
Alors, je t'explique la situation. Souvenir. Je t'explique la situation. Souvenir. Je t'explique la situation. Elle est très importante à comprendre. Le Brésil a 6 points, le Brésil est qualifié. Il reste une place pour 3 équipes. Ouais. La Norvège a 2 points, parce que la Norvège et l'Écosse ont fait match nul. D'accord. Le Maroc a 1 point, D'accord. et l'Écosse a 1 point. D'accord. Donc c'est l'équation. Voilà, on a 2 équipes à 1 point, Maroc et l'Écosse, et une Norvège à 2 points. Donc qu'est-ce qu'on se dit tous? Qu'est-ce que se dit la planète entière? Il faut taper l'Écosse, et avec tes 4 points, tu passes deuxième, parce que jamais la Norvège ne va battre le Brésil. Absolument. Voilà. Logiquement, il faut théoriquement, battre allez. l'Écosse. Il faut battre l'Écosse, et tu as 4 points. Dans cette Coupe du Monde, là, il y a une équipe qui est passée en deuxième tour avec 3 points. Des équipes qui passent à 4 points, il y en a dans chaque... voilà. Donc on va passer à 4 points, groupe, ouais. à condition, une seule condition, c'est que le Brésil ne perde pas. Aïe. Et là, c'est le match de rêve, 3-0, la cavalcade, toujours la même formule. Talal Khlech qui balance des flèches verticales, Basser doublé, Camacho, un rouge pour les Écossais en deuxième mi-temps, la reddition, tout va bien. De l'autre côté, le Brésil mène 1-0, c'est magnifique, on va se qualifier. On a l'âge de s'en rappeler, on est en train de préparer la sortie pour célébrer le huitième de finale, le premier huitième de finale depuis 1986. On entend vaguement, parce qu'on est en duplex à l'époque, ça passe encore... ah ouais, mais la Norvège a égalisé, ben bon, on s'en fout parce que c'est fini, donc on va se qualifier. Même si la Norvège a égalisé, on se demande même pourquoi la Norvège a égalisé, qu'est-ce que foutent les Brésiliens? Qu'est-ce que foutent les Brésiliens? Mais c'est pas grave, tant qu'ils gagnent pas, c'est réglé. Et le drame se présente sous le nom de monsieur Esfandiar Baharmast. Alors, qui est Esfandiar Baharmast? C'est l'arbitre de ce fameux Brésil-Norvège. Ce bonhomme-là que tous les Marocains, de l'époque, ont insulté abondamment parce qu'on entend, attention, penalty pour la Norvège. Et là, boum, on bascule, on voit effectivement que la Norvège va tirer un penalty, on voit la faute, enfin on voit qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas l'ombre d'une faute. En plus. On ne sait pas pourquoi il a sifflé. Et nous, on est là, on se dit, c'est pas possible, la Norvège va marquer, ouais, on est à la dernière minute du match, il siffle un penalty que personne ne voit, les Norvégiens le marquent, les Marocains terminent leur match, sont convaincus qu'ils sont qualifiés. Absolument. Ils n'ont même pas encore l'info. Et tu vois l'info arriver de l'autre terrain, et tu vois Henri Michel shooter dans une bouteille, taper sur taper sur le banc de touche. Et tu vois les gars tomber les uns après les autres. Tu vois des hommes pleurer. Tu vois des gars effondrés. C'est injuste en quelque sorte. Il y a 2 sentiments. Il y a beaucoup de choses. Dans un premier temps, mais c'est qui ce mec qui a sifflé un penalty? Parce que personne ne voit le penalty. Personne ne voit le penalty. Alors on est avant les réseaux sociaux et avant il n'y a pas de VAR évidemment, il n'y a rien, mais tu le vois. Et ce bonhomme-là va se faire huer, insulter, massacrer, engueuler, vilipender, tout ce que tu veux, voilà, etc. Et il faut 5 jours pour trouver une nouvelle image où tu vois le tirage de maillot sur Flo. Ça te permet également de voir, alors par rapport au débat sur la vidéo, tu te rends compte comme ça que la vérité dépend de la position d'une caméra. Donc là, alors nous, entre-temps, de toute façon, il nous fallait un coupable. Bien sûr. Il faut bien pendre l'arbitre. Mais il y a une énorme douleur dans cette équipe. Une énorme douleur. C'est un destin tragique. Pourquoi? Oui, elle était pratiquement parfaite. Elle a fait 4 points. Il faut un coupable. Ouais. Le coupable, si c'est pas l'arbitre, finalement, il avait raison, c'est les Brésiliens. Les Brésiliens n'ont pas fait le boulot. Les Brésiliens ne doivent pas perdre contre les Norvégiens. Les Brésiliens nous ont fait un sale coup parce que les Brésiliens ont pris ce match à la réserve, parce que les Brésiliens étaient déjà qualifiés. Faute professionnelle. Et c'est la Coupe du Monde où les Marocains Tigilbo. Mais vraiment, on était tous supporters du Brésil jusqu'à cette Coupe du Monde. Et contre la France, mon pote, quand ils prennent 3-0, ça fait mal les Français. Incroyable. Parce que j'ai trouvé ça scandaleux qu'ils nous aient fait ce coup-là. Et alors, pour finir, les Marocains rentrent et ils ont une réception, ils ont une belle réception. Oui. Ils font un tour d'honneur. On a quand même l'impression qu'il y a un énorme sentiment d'injustice. Et le sentiment d'injustice, c'est un ciment, quoi. C'est un ciment. Oui, ça unit. Et même Benzikeli, qui nous a fait un match affreux contre la Norvège, voilà, Kouchis Mehlé et en fait Tsaïdna par les Brésiliens et par monsieur Baharmast, même si l'image, au bout de 5 jours, dit le contraire, quoi. Et bien sur cet envolé d'Oredac, il faut que c'est de souvenir personnel. Vas-y. Non, j'aime beaucoup cette équipe. Je vais te dire pourquoi j'aime beaucoup cette équipe. J'aime beaucoup cette équipe et le personnage d'Henri Michel. Voilà, le personnage d'Henri Michel. Moi, je pense que dans le côté affectif, dans la gestion affective d'un groupe, je pense que Rachid Ben Mahmoud, qui fait partie de cette Coupe du Monde, a beaucoup appris par rapport à ce qu'il va montrer au Qatar. Rachid Ben Mahmoud, c'est un proche un peu de l'équipe. D'ailleurs, parenthèse, je t'ai dit qu'il y avait 2 binationaux, il y en a aussi dans les tribunes, puisqu'il y a Hamzin, qui est également dans cette équipe-là, qui est dans le staff de Walid Regragui aujourd'hui. Il y a un côté affectif
dans le management de Rachid Mahmoud. Je crois que c'est quelque chose qu'il a pas appris, c'est dans sa nature. Mais on puise un petit peu l'importance de cet élément-là. Il y a différents types de coaching, et le coaching de Henri Michel, même la suite, Henri Michel était très attaché au Maroc, très aimé. Il a fait un comeback en 2008 qui était complètement loupé, mais c'est vraiment quelqu'un qui est rentré dans le cœur des Marocains. Pourquoi ? Parce qu'il a souffert avec nous, et parce que la manifestation de sa déception, de sa frustration, de sa colère, au moment où il apprend le premier le but, nous on le savait, lui il l'a appris, les joueurs le savaient pas. Donc c'est des moments très rares dans le foot où toi tu as une information que les joueurs n'ont pas, et ça rend le moment d'une cruauté presque sublime. C'est un mélodrame, c'est-à-dire tu vois des gens qui vont apprendre quelque chose que tu sais déjà et qui vont te rejoindre dans ton état émotionnel. Et donc ça a créé une sorte de sentiment d'empathie, de sympathie pour toute cette équipe-là, qui a une place très spéciale dans le cœur des Marocains. Absolument. Belle expérience ratée malheureusement dans cette Coupe du Monde en France. Mais bon, pour une fois, l'arbitre porte bien son titre de Mskhot Loualidine parce qu'il nous a éliminés. Désolé les amis les arbitres, mais bon, il faut bien un bouc émissaire. Et c'est comme ça. Merci, vous étiez bien sur Radio Ma'arif, podcast Le Muntakhab. Merci Rida, à la prochaine. Produit avec le soutien de Sidi Ali, au officiel des équipes nationales du Maroc.